Avec ce film, Nolan prouve que le cinéma, en 2026, n'est pas mort. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une vidéo qui sera entièrement au podcast. Alors pourquoi ? Alors probablement parce que il fait trop chaud, c'est-à-dire que vraiment faire ça en face cam, déjà que la vidéo va être assez longue, ça va être un petit peu compliqué. De toute façon bon, ça va être un peu une vidéo assez unique parce qu'elle va être beaucoup plus longue que d'habitude. Et deuxièmement, ça va me prendre beaucoup en montage si je fais une vidéo qui fera dans les 40 minutes, etc. Je me sens pas trop chaud de faire ça à chaque fois non plus, donc voilà, ça sera un peu plus une vidéo podcast, hein, même s'il y aura des petits extraits audio, etc. Donc voilà, pour que ça soit à la fois bien sur YouTube et sur les différentes plateformes de streaming, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, le jour est arrivé, voilà, hein, puisque aujourd'hui nous allons parler du Saint des Saints, du film déjà considéré comme THE film de 2026, hein, la plus grosse attente pour beaucoup de monde, tout comme votre serviteur, hein, tout comme moi, à travers le 13e long métrage du réalisateur britannique. Nous allons parler de l'Odyssée, réalisé par Christopher Nolan. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes et la terre natale. Adapté du poème épique d'Homère, un poème qui a quand même plus de 2700 ans, ce qui est assez fou quand on y pense. Le film sûrement le plus ambitieux déjà de cette année, ça c'est vrai que c'est quand même pas non plus compliqué, est peut-être le projet le plus surprenant de sa carrière en fait. Parce que Nolan, qui s'engage dans un film, on va dire, péplum d'époque, alors je vais dire peut-être même un peu historique, mais là aussi parler de péplum c'est un peu faux, c'est un peu compliqué, c'est pas tant un péplum, c'est quand même assez mythologique, on va plus vers le fantastique, mais c'est surtout un film qui a fait beaucoup parler à travers un nombre incalculable de polémiques qui sont toutes aussi stupides les unes que les autres, dont j'essaierai aussi de tout simplement de défoncer ces justificatifs qui étaient quand même assez laborieux. Donc un film qui déjà faisait parler avant sa sortie, sans oublier les limites et la démesure de ce long métrage, 250 millions de dollars, tourné aux quatre coins du monde, l'Italie, la Grèce, le Maroc, le Royaume-Uni et j'en passe, qui est un film entièrement tourné en IMAX, et c'est le tout premier film qui a été entièrement tourné en IMAX. D'ailleurs c'est tellement, on va dire, une première dans le monde du cinéma, puisque c'est même écrit dans l'affiche, sur l'affiche vraiment c'est premier film tourné entièrement en IMAX. Il fallait bien que ce soit Monsieur Nolan qui fasse le premier pas. Alors ça demande aussi beaucoup de travail, hein, quand on connaît les contraintes des caméras IMAX. Un film de presque 3 heures sur le voyage initiatique, ou plutôt le retour, mais ça reste aussi un voyage initiatique d'Ulysse, qui après 10 ans de guerre de Troie va vouloir revenir auprès de son royaume d'Ithaque, retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Alors que cela fait déjà 20 ans qu'il n'y est pas retourné, de nombreux personnages vont se mêler à cette histoire, Télémaque, Pénélope, Antinos et toutes les épreuves qu'Ulysse et ses hommes vont devoir affronter. Je pense que beaucoup connaissent déjà toutes ces épreuves, que ce soit le Cyclope, Scylla, Circé, les sirènes et bien d'autres encore. Et bien évidemment, comment ne pas attendre une œuvre qui fait autant miroir à un homme tel que Christopher Nolan, un homme qui est toujours obsédé par la question du temps, qui sera l'une des clés pour comprendre, on va dire, cette odyssée, hein, à travers le voyage d'Ulysse, tout comme cette structure autour du mythe du héros qui était déjà à l'œuvre dans The Dark Knight, ou encore Interstellar, ou encore la question de la vengeance et de la guerre, ou comment l'homme devient le chaos le plus total. Alors, 3 ans après l'immense Oppenheimer, est-ce que Christopher Nolan, en grand conteur et maître artisan qu'il est parvenu à faire de l'Odyssée sa nouvelle claque esthétique, son ultime chef-d'œuvre, qui sait, et réussi à retranscrire toute la poésie et la puissance du récit d'Homère? Et bien comme je le suggérais après visionnage de ces 3 heures, 3 heures bouleversantes et assez lessivantes, hein, tu ressors du film, ou en tout cas, en tout cas ça c'est mon avis, je ressors un peu du film de la même manière que je l'avais vécu avec Oppenheimer, KO. Voilà, c'est vraiment un film KO par la démesure de ce film,
premièrement, par la beauté de ses plans et par les 40 dernières minutes d'une justesse dans son écriture et dans son émotion qui est quand même assez folle. En te disant que les 2 premières heures furent un peu plus une mise en bouche pour nous faire comprendre vers quoi ce climax, vers quoi ce final et les raisons pour lesquelles Nolan a fait ce film va nous amener. Alors, bonjour, c'est le moi du futur qui vous parle en ce moment car après quelques jours, j'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, de revisionner le film et cette fois-ci dans une salle IMAX. Et bon Dieu, quelle claque immense. Alors oui, en effet, j'avais déjà pris une grosse claque par rapport au film, mais c'est vrai que le voir dans une salle IMAX avec cet énorme écran, c'est vrai que ça apporte encore une fois toute la force, toute la puissance de ce film. Bien évidemment, il faut le voir en salle IMAX si vous avez la possibilité et les moyens, bien évidemment. Et donc, je reviens du futur. Alors, ça dépendra. Je ferai pas non plus ça à chaque fois parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure alors qu'elle fait déjà plus de 40 minutes. Mais c'était soit en fait pour apporter un justificatif sur certains éléments que j'ai un peu modifiés ou en tout cas que je perçois différemment. Voire même des défauts que je perçois plus comme des qualités par rapport à mon second visionnage. Et donc tout ça pour vous dire que mes 2 visionnages ont plutôt bien fonctionné, hein, et donc je le reconfirme. Non, un The Odyssey, ou l'Odyssée, c'est vraiment une œuvre incroyable. C'est vraiment une œuvre très forte, très puissante, et qui bien évidemment se confirme d'autant plus quand vous le voyez en IMAX, qui est la meilleure façon de découvrir cette expérience. Alors malheureusement, la meilleure expérience possible, c'est aussi avec le 70 mm. Alors déjà, il n'y a pas énormément de salles qui font ça en France, il n'y en a qu'une seule, c'est celle à Montpellier, qui te propose le véritable 70 mm, et je crois qu'il y avait eu la possibilité aussi au Grand Rex, à l'époque où il y avait eu l'avant-première, et vu que j'habite pas à Montpellier, bah voilà, c'est compliqué, et ça va aussi douiller sur les prix, mais voilà, je vous avais dit que voilà, vraiment, il faut le découvrir au moins par l'IMAX, ça encore plus, enfin voilà, ça porte encore plus de grandiose, encore plus de force, encore plus d'émotion, donc voilà, bonne vidéo. Ça va peut-être être un peu compliqué pour moi d'en parler d'une manière assez claire, sur ce que je pense parce que ça reste quand même un avis à chaud, mais je vais quand même tenter d'analyser ce film et de comprendre en quoi ce film, donc l'Odyssée, est quasiment pour moi déjà un film culte. Je pense que déjà avant sa sortie le film était culte, se dire que Nolan qui adapte l'Odyssée, c'est quand même déjà une prouesse énorme. Et un film comme Oppenheimer dont on parlera dans 10 ans, tout comme l'a été Interstellar dont on continue de parler, même si beaucoup n'aiment pas Interstellar. C'est même devenu une mode de pas aimer Interstellar, alors que objectivement Interstellar est un immense film, c'est juste que certains cinéphiles veulent se prétendre un peu différents des autres en ne l'aimant pas, mais c'est faux, enfin c'est complètement con. Interstellar est un immense film, tout comme Oppenheimer, tout comme The Dark Knight, Dunkerque, enfin voilà, tout comme la plupart des films de Nolan, pas tous, mais tous ces films ont marqué ma génération, une génération, par leur ampleur et leur côté unique. Car vous l'avez compris, l'Odyssée est un immense film, voilà, pour moi en tout cas. C'est une œuvre épique, c'est une œuvre folle, démesurée, riche et extrêmement riche. C'est peut-être aussi la grande force du film, c'est une œuvre qui est vraiment dans sa démesure extrêmement riche et complexe, mais dans le très bon sens du terme, parce que quand on parle de complexité chez Nolan, ça peut très vite tomber dans la caricature d'un Nolan qui a un concept mais qui ne sait pas comment le rationaliser et le donner à un plus large public. Je vous préviens, ça va être une vidéo longue, après je sais pas combien de temps je ferai, parce que j'ai envie de... en fait déjà, avant de parler du film, j'ai un peu aussi envie de parler de Nolan. Christopher Nolan, ça doit être la première fois que j'en parle sur le podcast ou sur la chaîne, tout dépend de comment vous allez voir cette critique. C'était pas un auteur que je suivais assidûment depuis ses débuts, je suis bien évidemment un fan inconditionnel de sa trilogie Batman depuis que je suis gamin. J'aime beaucoup le Prestige. Un peu moins fan de Memento, qui m'a pas non plus laissé énormément de mémoire, tiens, comme ça on fait un jeu de mots. Following, qui était son tout premier film, je n'en suis pas fan, après c'était que le début de sa carrière. Et Insomnia non plus, voilà. Et par exemple, Inception, j'ai jamais compris par exemple l'idolâtrie que certains vouaient à ce film, parce que je ne suis pas fan du Nolan qui tente d'avoir un concept, mais qui n'arrive pas à le tenir jusqu'au bout selon moi. Qui tente de créer un concept et qui ne parvient pas à le faire comprendre, ou en tout cas il le fait comprendre que partiellement, où il faut parfois plusieurs visionnages de films pour comprendre tout l'intérêt que veut porter Nolan à son œuvre, que ce soit Memento, Inception, Interstellar et bien d'autres, dans le sens où oui, Nolan veut nous faire voyager, veut nous transporter, mais c'est quand même un comble qui ne parvient pas toujours à faire saisir ce qu'il souhaite, et en fait on est obligé d'avoir besoin de manuels ou des approfondissements. Ça ce qui me dérange un petit peu, parce que pour moi le cinéma doit se suffire à lui-même, sans besoin de manuels ou d'autres éléments de compensation. C'est pour ça que malgré des œuvres que j'adore, hein, telles qu'Interstellar ou Dunkerque par exemple, j'ai commencé à avoir une réelle admiration pour Nolan que récemment en fait, depuis ce
basculement qu'il a eu avec Oppenheimer, dont je sentais déjà cette idée de revenir sur quelque chose de plus terre à terre, de plus réaliste, de plus historique même, avec ce contexte de 1945 et de guerre de bombes atomiques, sur cette idée de rendre un récit extrêmement réaliste en une grande bombe émotionnelle et explosive et folle, sans mauvais jeu de mots, et de en fait utiliser comment il va mettre en scène cette histoire de la bombe atomique, cette création de la bombe atomique. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de comment il va construire son récit. Oppenheimer, qui est un film que j'adore comme pas possible, un film qui m'a énormément questionné et qui est sûrement dans mon top 3 de mes films préférés de Nolan. Je pense que décidément ce film m'a marqué comme pas possible. Je pense que c'est un des plus grands films qu'il ait jamais fait dans sa carrière, surtout quand on passe après un film comme Tenet, qui fut quand même un sacré pétard mouillé dans sa carrière, Tenet. Et donc tout ça pour dire que oui, Nolan a pris un chemin depuis Oppenheimer qui semble être porté davantage sur l'émotion et sur l'humain, cessant de tomber dans le concept un peu philosophique, dans l'élitisme le plus total aussi, ou encore, et ça aussi on pouvait le reprocher à Nolan, cette espèce d'humanisation très glaciale sur ses personnages qu'il a toujours eu dans ses récits, pour tout simplement revenir sur l'homme dans sa plus grande complexité et sa plus grande folie. À l'image des 3 dernières minutes d'Oppenheimer qui m'ont tout simplement scotché lorsque je l'ai vu à sa sortie et encore aujourd'hui. Et si on veut parler un peu plus de Nolan, de la figure derrière l'homme ou l'artiste, oui, parler de Christopher Nolan, c'est parler d'un homme qui défie les chiffres, autant adulé que détesté, parfois pour les mêmes raisons. C'est assez drôle d'ailleurs de savoir ça, mais c'est vrai que je vais quand même rajouter un élément qui va appuyer mon analyse sur pourquoi Christopher Nolan, quoi qu'on en pense, et je vais peut-être un peu utiliser des superlatifs, mais il peut faire office de sauveur du cinéma. Car vous connaissez beaucoup de réalisateurs dans le monde qui, à chaque grande sortie de film, font autant parler d'eux. Ce sont quand même des projets uniques, jamais vus. Alors, bon, l'Odyssée c'est un peu différent parce que c'est une adaptation, pareil pour les Batman, quoique la trilogie Dark Knight elle est quand même assez unique. Ce sont des projets qui rassemblent autant le grand public, qui sont amateurs de blockbusters, que le cinéphile amateur de films d'auteur. Personne ne peut s'opposer à la table de Nolan, si ce n'est peut-être Cameron, sauf que lui ça fait bien longtemps que son cinéma ne rassemble plus autant de monde. Avatar n'est plus pour moi un film qui mêle l'auteur, c'est devenu presque du grand spectacle, enfin, ça a toujours été, mais bon, déjà faire 3 films Avatar, on se demande où est l'ambition, surtout il y avait en plus de renouvellement. Et dans un autre domaine, j'aurais pu rajouter Quentin Tarantino, mais ça fait quand même un bail qu'on n'a pas vu Tarantino, ça fait 7 piges qu'on l'a pas vu, et le dernier projet qu'il a sorti, c'est la version de 4 heures de Kill Bill. Donc là aussi, on repassera pour l'ambition. Tout ça pour dire que, quoi qu'on en pense, Nolan fait partie d'une anomalie. D'un homme aux exigences démesurées qui essaye toujours de garantir à ses spectateurs fidèles une œuvre riche, une œuvre complexe, unique, portée à la plus grande expression possible. C'est bien pour ça qu'il n'y a presque aucun mauvais film dans la carrière de Nolan. Même un film comme Tenet, qui n'est pas mauvais en soi, c'est le concept que je trouve raté, parce que Tenet reste quand même un film solide dans sa mise en scène. Et donc oui, qu'on aime ou pas Nolan, il faut avouer que sans lui, on se demande comment le grand spectacle peut encore survivre, à l'heure où la plupart des œuvres que nous pondent les studios sont quand même d'une médiocrité assez accablante. Nolan est le seul à ne pas vouloir d'effets spéciaux numériques ou le moins possible, à ne pas prendre le spectateur pour un con, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à surligner son histoire ou son scénario d'une manière lourdingue, il ne cherche pas à mettre de l'humour pitoyable et à tout bout de champ. Nolan ne fait rien comme tout le monde, et c'est bien là qu'on voit l'un des derniers nababs du cinéma mondial. Et cette exigence et cette honnêteté se transmet jusque dans la mise en place des avant-premières, auxquelles sont invités uniquement des journalistes et des influenceurs cinéma sérieux, et non de simples influenceurs Instagram de médiocre qualité, prêts à dire n'importe quoi, quitte à biaiser les avis des spectateurs qui iront voir le film plus tard. Vous voyez jusqu'où va la volonté de donner le meilleur pour Nolan. Alors, je sais pas si c'est une décision de Nolan, ou des producteurs, ou je sais pas, peut-être d'Universal, pour avoir cette idée de se dire on amène que des journalistes et des influenceurs ciné, mais pas des influenceurs qui n'ont rien à voir avec notre domaine. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que depuis que Nolan a quitté Warner pour plusieurs décisions, qui étaient quand même assez abjectes de la part de Warner à l'époque où c'était en plein Covid, il a jamais été aussi prolifique et compétent que depuis qu'il est avec Universal, parce que sous Universal, il a pondu l'Odyssée et Oppenheimer. Donc étonnant quand on voit ce que devient Warner, qui est quand même un studio qui devient de pire en pire sur leurs décisions et leurs choix pour l'avenir du cinéma. On se dit heureusement que Nolan a quitté la Warner. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard.
Donc sans avoir encore parlé du film en lui-même, ce que je viens d'énumérer, grosso modo, c'est ce qui remplit l'Odyssée et c'est ce qui fait que l'Odyssée est encore une fois un tour de maître de Monsieur Nolan. Un film immanquable et une œuvre à aller voir. Et donc si vous voulez partir avant et que vous voulez pas vous me taper un mec qui va parler pendant 30-40 minutes, alors dites-vous simplement ceci, allez voir ce film, vous ne serez pas déçus. Ce n'est à aucun moment une publicité mensongère, c'est tout ce que vous attendez d'un film, l'Odyssée, réalisé par Christopher Nolan. Bon alors on va peut-être commencer déjà à parler un peu du film, et je ne sais pas par où commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je pense que je vais commencer par sa structure. C'est-à-dire que comme tout bon film de Nolan, on a droit à une énième déstructuration dans la manière de narrer son récit. Alors, fait intéressant, on commence par une scène sur une plage, alors je spoil pas, parce qu'on le voyait aussi dans les bandes annonces, c'est pour ça que je vous le dis, avec ce cheval de Troie à la dérive, et une scène qui va plus tard amener à la thématique principale du film. Et c'est ça qui est assez malin et assez intelligent, c'est que tu ne peux pas te dire que ce premier plan va amener sur ce que veut montrer ou ce que veut mettre en place Nolan à travers ces thématiques. Mais certes, le film il est raconté, on va dire à la fois par le temps présent, à travers le point de vue de Télémaque, donc Télémaque qui est joué par Tom Holland, avec le personnage de Pénélope, d'Antinos, de May, enfin voilà, tous les personnages qui sont à Ithaque. Et on va plus tard suivre les enjeux autour de Télémaque, qui va à la fois tenter de retrouver Ulysse, par rapport aussi bien évidemment au fait qu'il y a énormément de prétendants, et que ça fait depuis quand même 10, voire 20 bonnes piges, qu'on attend quand même un roi au royaume d'Ithaque, donc il serait peut-être temps que la reine choisisse quelqu'un. Et aussi en même temps pour Télémaque d'apprendre aussi les histoires autour de son père qu'il n'a pas connu, puisque du coup Télémaque doit avoir à peu près une vingtaine d'années et que Ulysse est parti au moment où Télémaque est né. Et l'autre récit va être raconté par Ulysse qui lui, on va dire, est prisonnier, si on peut dire ainsi, de Calypso. Et il va en fait, dans un certain sens, il a perdu sa mémoire. Alors en fait le problème c'est que si je commence à dire ça, je vais commencer à parler un peu du récit, donc je vais juste dire qu'il a perdu sa mémoire. Et il va se remémorer toutes les épreuves après la guerre de Troie et tout ce qui va l'amener ensuite à savoir dans quelles circonstances il est parvenu jusqu'à elle et comment il va revenir chez lui. Alors je vais pas non plus tenter de spoiler tout. Enfin déjà, est-ce que c'est spoiler de raconter un récit qui a plus de 2000 ans? Je sais pas. Mais bon, si vous êtes vraiment un minimum allé à l'école, vous savez que le voyage d'Ulysse, on l'a appris en long, en large et en travers, donc il doit quand même rester des notions rapides au moins. Donc il y aura quand même une toute petite partie spoiler, mais un peu plus tard, à la fin, parce que je suis obligé de spoiler un tout petit peu. Et je trouve que cette manière de narrer son récit semble presque assez simple, dans un certain sens, par rapport aux autres films de Nolan. Enfin, je veux dire, quand vous comparez la notion narrative dans Oppenheimer, fallait surtout pas perdre le fil, quoi. Vraiment, tu pouvais être perdu très rapidement dans Oppenheimer, parce que ça n'arrêtait pas de parler, etc. Et là, on sent une manière de narrer plus confidentielle, plus simple, qui va se rapprocher de ce que veut entreprendre Nolan sur la manière de donner à ce récit, enfin en tout cas de se donner à ce récit épique une intimité un peu exemplaire. Autre élément à prendre en compte, c'est son introduction qui est à la fois, semble aller trop vite, et paradoxalement prendre parfois son temps. C'est assez étonnant, ce mélange assez paradoxal, et étonnamment ça gâche pas véritablement le rythme du film. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en effet les 2h50 vous ne les voyez pas passer, le film passe à une vitesse et vous avez à aucun moment le temps de vous ennuyer. Ça rappelle beaucoup de films de Nolan qui, dès son introduction, va constamment jouer entre plusieurs scènes très coupées, entre des dialogues et parfois des passages très, très abrupts, pour vraiment donner le contexte et voilà, donner les enjeux. Il y a tout un passage entre Télémaque et Eumée. Eumée qui est le porcher, on va dire, d'Ulysse, et qui c'est aussi un ami d'Ulysse et proche de Télémaque, qui est joué par John Leguizamo, un acteur que j'avais pas vu depuis un bail, mais ça fait plaisir de voir John Leguizamo dans un film de Nolan. Et cette scène de presque, enfin je vais pas dire père-fils, mais peut-être élève-maître, si on peut dire ainsi, il rappelle énormément la manière dont Nolan avait entamé Batman Begins, avec Bruce Wayne et Henry Ducard, enfin Ra's al Ghul, mais on dit Henry Ducard, sur cette idée de transmission et d'entraînement. Donc en fait, on n'est pas véritablement surpris et on est vraiment sur du Nolan pur jus à travers cette séquence d'entraînement, si on peut dire ainsi. Et la grande force parmi d'autres, bien évidemment, dans le film, c'est la manière dont les événements vont petit à petit construire un immense puzzle qui va être développé et être transmis vers la fin du film. Je vous en dirai plus vers la fin car c'est le basculement du film. Et c'est à ce moment-là que tu comprends pourquoi Nolan a voulu faire cette Odyssée en 2026. Mais c'est vrai que pendant les 2 premières heures, tu te demandes par moment où Nolan veut aller avec l'Odyssée. Que veut-il raconter? Certes, il réadapte, on va dire,
très fidèlement et d'une manière très, de très bonne facture, mais tu te dis, il n'y a pas quelque chose derrière que veut raconter plus Nolan qu'une simple réadaptation de l'Odyssée, quelque chose soit manque ou quelque chose est en train de se mettre en place, et vous allez voir au fur et à mesure le pourquoi du comment. T'as des bribes d'indices, mais ça ne saute pas aux yeux, jusqu'à ce qu'arrive un passage qui va mener à la consécration sur le pourquoi du comment. Et bien évidemment, comment ne pas saluer la mise en scène de Christopher Nolan, immense, ambitieuse, inventive, tout le temps inventive et toujours juste. Bien évidemment, tu sors du film avec l'impression d'être pris, d'être pris un iceberg dans la gueule, tant tout semble immense et dantesque. Car ce film est une fresque, une immense fresque incroyable, et Nolan arrive tout le temps à nous surprendre, à exploiter toujours le meilleur pour chaque moment. Car pour chaque épreuve qu'Ulysse va entreprendre, Nolan va jouer sur une ambiance, un genre en particulier pour toujours à la fois nous surprendre et par moments nous horrifier. Mais pas que pour le côté horreur horrifique, parce que oui, on parlait déjà que oui, il y allait y avoir plusieurs passages assez horrifiques qui va être construit sur la tension, sur l'horreur, etc. Alors oui, il y en a même plutôt pas mal pour un film de Nolan, mais en fait, au-delà de cette horreur, c'est le monde qui est horrifique, c'est le monde qui nous fait peur. Nous horrifier de ce monde, de ce danger, de nous faire croire que le monde que nous construit Nolan est un lieu de mort. Le passage de Polymorphe et du Cyclope, enfin voilà, c'est la même chose, hein, Polymorphe le Cyclope, c'est une maestria d'horreur et d'acheminement du gigantisme qui se fait sur plusieurs jours et c'est extrêmement bien raconté et narré. Et moi qui ai lu ce passage des tonnes de fois, enfin un nombre incalculable de fois, encore j'ai vraiment reconnu ce passage en live action, quoi. Il y a le passage de la sorcière Circé, qui est, je pense, la scène qui va le plus surprendre tout le monde, car on touche au body horror, à un espèce de passage extrêmement glauque et gênant, et c'est assez fou de voir ça dans la carrière de Nolan. Faut quand même oser le faire sur un gros blockbuster de 3 heures, quoi. Mais je crois bien que Nolan, en fait, à travers ce film, je pense que son prochain film va être obligatoirement un film plus tourné vers l'horreur, quoi. Vu le nombre de passages de surprises et parfois de peur, quoi. Il y a vraiment énormément de screamers, enfin énormément, je sais pas, mais il y a quand même 2-3 screamers, notamment avec le passage de Scylla. Alors là aussi, ce passage avec cette espèce de tentacule, cette brutalité qui me rappelle Pirates des Caraïbes 2 avec le Kraken, c'est assez fou, quoi. Ouais, non, ça me rappelle vraiment les grandes heures de Pirates des Caraïbes, quoi. Et en fait, la folie de ce film, c'est de ne jamais lâcher le rythme. Le film dure 2h53 et je peux vous dire qu'on ne les voit jamais passer. Il y a un enchaînement non-stop d'action, de surprises et de folie. Je reprends bien évidemment un autre passage sur une île, et en fait ils arrivent dans une forêt avec les Lestrigons. Je crois qu'on les appelle comme ça, ces espèces de berserkers, alors vous les voyez dans les bandes annonces, qui étaient des espèces de berserkers en armure qui font 3 mètres de haut, qui sont des armoires à glace, et là en fait Nolan va jouer sur son talent de réalisation dans le conflit, et surtout sur une brutalité sèche et violente, quoi. On voit vraiment les hommes d'Ulysse comme des minuscules petits hommes qui vont se faire écrabouiller par ces monstres en armure, c'est impressionnant. Alors petit fun fact, il y a quasiment pas de sang dans ce film, alors c'est un peu plus complexe que ça. Il y en a, mais pas des gerbes immenses, pas des hectolitres de sang, mais en fait Nolan décrit et montre quelque chose d'imprévisible et de brutal. On entend les coups d'épée dans la chair, la brutalité des coups, on entend les os qui craquent, les égorgements, tout ça on les entend surtout quand vous les voyez en salle de cinéma, mais jamais du sang rouge dégueulasse à l'écran. Ce qui explique une légère interdiction aux moins de 12 ans, mais aussi cette envie de Nolan de comment mettre en scène la violence, qui va être encore un élément clé pour comprendre ce film. Encore une fois, Nolan va suggérer la violence, oui, mais pas la montrer grossièrement. Pas comme ce qu'aurait fait, je sais pas, un mec comme Ridley Scott. Pourtant, j'aime beaucoup Ridley Scott, mais c'est vrai que quand tu vois cette grossièreté dans un Gladiator 2, alors qu'il était beaucoup plus calme dans le premier Gladiator, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Bien évidemment, il y a la SOA 3, qui est, je pense, une des plus grandes scènes du film, qui est d'une folie, putain, qui est incroyable, bien évidemment éclairée magnifiquement avec les flammes et les feux de camp, qui va être aussi un passage qui va être vu sur plusieurs points de vue et à plusieurs moments, où va s'enchaîner une tension crescendo par la musique, encore une fois brillante, de Ludwig Göransson, où les portes de Troie vont s'ouvrir et donner l'assaut aux hommes d'Agamemnon, qui va aussi prendre du temps sur cette tension crescendo pendant que les portes s'ouvrent, et t'as aussi les soldats les soldats troyens qui vont tenter d'attaquer les soldats d'Ulysse pendant qu'ils sont en train d'ouvrir la porte. Donc tout ce passage qui dure longtemps, qui dure au moins plus de 4-5 minutes, qui est quand même assez long, putain c'est impressionnant, tu es scotché de bout en bout par la lumière, par la musique, par cette tension grandissante, c'est impressionnant, quoi. Et c'est vrai que tu peux pas
t'es obligé de faire la comparaison parce que le seul film qui vient en tête quand on pense à l'Odyssée, c'est le film 3. Le film 3 qui est sorti il y a un peu plus de 20 ans, donc de Wolfgang Petersen. Alors, un film que j'aime beaucoup, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Surtout en version longue, hein, je trouve que la version longue tient mieux. Mais bon, je pense qu'on va pas comparer 3 et l'Odyssée. J'aime beaucoup 3 dans ce côté un peu naïf, dans ce côté j'allais dire côté réaliste fantasy, mais enfin c'est même pas de la fantasy, mais bon, on va pas comparer ce qu'a fait, ou en tout cas ce qu'a proposé Nolan dans la manière de faire du cinéma, parce que j'aime beaucoup 3, mais c'est vrai que là on est à un autre niveau. 3 ne peut pas faire le poids face à ce que vient de proposer Nolan, voilà, je vous le dis. J'oublie le passage des sirènes. Alors, le passage des sirènes, où je m'attendais à quand même plus impressionnant. Là aussi, c'est quand même des passages qu'on m'a raconté des tonnes et des tonnes de fois étant gamin, surtout quand j'étais en cours à l'école. Mais voilà, pour moi, peut-être que la scène est trop rapide, je la trouve super, mais peut-être trop rapide, mais qui va encore une fois jouer sur le son. C'est-à-dire que les oreilles des soldats d'Ulysse sont bouchées par de la cire, donc comme dans le poème original, et nous aussi, le son va être bouché par l'utilisation d'un son beaucoup plus bouché, hein, tout simplement, je vais pas essayer de trouver d'autres mots, et tu vois Ulysse seul, donc attaché au bateau, qui va souffrir le martyre avec ce son bouché. Encore une fois, le mélange, parfois, pour nous faire ressentir la scène pleinement, est impressionnant. Encore une fois, il y a toujours des idées de réalisation, et des scènes qui sont marquantes. Je trouve encore une fois la scène brillante dans sa réalisation, ça rappelle la manière dont Nolan avait mis en place une des plus grandes scènes qu'il avait fait dans sa carrière, qui est la scène du discours d'Oppenheimer, après avoir balancé la bombe, alors je sais plus, je crois que si c'est après avoir balancé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, qui va faire son discours, et que son discours va se transformer en une scène d'horreur totale, qui est une des plus grandes scènes de la carrière de Nolan. Il faut vraiment revoyez-la, elle est brillante de bout en bout, qui est une scène d'horreur, et c'est là où je vois que Nolan est brillant pour mettre en place l'horreur et la culpabilité. Enfin, je suis assez impressionné de sa part, et du coup ça va aussi jouer sur le silence. Donc encore une fois, Nolan toujours brillant dans la manière de traiter le silence dans son cinéma. Alors bien évidemment, il y a d'autres passages. Il y a le passage vers les morts avec Tiresias, où tu vois cette renaissance de tous ces soldats tombés au combat, tous en noir, par ce plan, cette terre noire. Enfin, c'est impressionnant, comme une forme de spectre un peu zombiesque, si je peux dire ainsi, qui reviennent de terre. Une scène qui va aussi amener à la fois cette envie de Nolan de déconstruire le mythe, et va basculer Ulysse dans sa rédemption, ou en tout cas dans cette remise en question, avec le personnage de Sinon, qui est joué par Elliot Page. Là aussi, le film résonne avec sa scène d'introduction. En fait, c'est là où je comprends qu'il y a tellement de choses à analyser, tellement de passages d'une richesse thématique folle. C'est incroyable à quel point, en fait, je pense que je pourrais même pas tout dire, tellement je pense que je vais oublier des choses, sur cette idée d'un homme qui se croyait fier d'honorer ses hommes après tomber au combat, mais qui, eux, font plus office de trahison par rapport à Ulysse, qui ne sont même plus dégoûtés parce que ce qu'il a fait. C'est quand même assez fou, quoi, de voir à quel point chaque passage est un élément qui va plus tard se construire sur la tournure d'Ulysse vers ses 40 dernières minutes, et sur son passage à Troie qui va le bouleverser et le transformer. L'assaut de Troie qui devient centre névralgique de tout le récit. Et bien évidemment, comment ne pas parler du film sans mentionner deux autres choses. En fait, il y a tellement de choses à mentionner, vraiment c'est assez fou. Premièrement, la photographie absolument splendide de Hoyt van Houtena, qui est déjà à l'œuvre dans Oppenheimer et aussi Dunkerque, et qui là aussi emprunte une direction artistique impressionnante, à couper le souffle. T'as des passages où tout résonne. En fait, ce qui est la plus grande force, c'est croire en cet univers, croire en ce monde. Tu ressens l'île d'Ithaque, t'as vraiment l'impression d'être au-delà du monde, t'as vraiment l'impression d'être sur une île unique dans ce monde, un monde perdu. Tu ressens ce monde comme un lieu unique, tu ressens cet esprit de voyage et cette idée de monde mythologique, et ça c'est quand même assez fou. Ça nous fait voyager, ça nous fait transporter bien évidemment. Et aussi par la superbe musique de Ludwig Göransson. Alors peut-être parfois trop timide, parce que c'est vrai que Göransson depuis quelques années c'est vrai qu'il y a quand même énormément de pression, parce que il fait quand même un travail musical assez impressionnant. J'adore ce mec, je crois que je l'ai dit un nombre incalculable de fois durant toutes mes vidéos, mais je commence à être un immense fan de ce compositeur. Mais voilà, je me réécouterai la BO quand elle sortira, elle sort très bientôt, donc bien évidemment je serai le premier à la réécouter, parce que de ce que j'ai pu entendre, parce que bien évidemment le problème c'est que parfois le son est un petit peu plus bas et un petit peu plus haut, j'ai juste envie de la réécouter parce qu'elle m'a l'air d'être assez impressionnante.
Mais là encore une fois, après ce qu'il a fait sur Tenet que j'avais trouvé très très bon, Oppenheimer, où je trouve que voilà, il tutoyait les étoiles, va encore une fois faire un 3e coup de maître avec cette musique épique et sensorielle. Un peu comme Oppenheimer, il n'y a pas une musique qui sort du lot. Alors c'est vrai que dans Oppenheimer, t'avais quand même la musique originale thématique qui était quand même assez folle, mais il y a vraiment cette composition originale elle-même, toutes les musiques va donner à la fois l'épique et la profondeur narrative et émotionnelle de ce récit. Et du coup ça va encore amener peut-être Ludwig Göransson à avoir son 4e Oscar de la meilleure musique, parce qu'il l'avait eu pour Black Panther, pour Oppenheimer et pour Sinners. Sinners aussi, je trouvais que la musique était géniale, c'est une des meilleures choses du film. Ce mec, encore une fois, au début de sa carrière, il est très jeune, hein, il doit avoir, je sais pas, une 40aine d'années, compositeur suédois du coup, et il est déjà parti pour être un immense compositeur comme Hans Zimmer, et je suivrai son parcours qui, pour moi, est actuellement sans faute. D'ailleurs, je crois que c'est un mec qui a travaillé avec Hans Zimmer, donc bien évidemment, les grands esprits se rencontrent. Alors, on va passer aux acteurs. Et c'est là où je vais être un peu plus nuancé. Alors, premièrement, je trouve pas qu'il y ait d'acteurs qui sortent plus du lot. Et je trouve ça vraiment très bien. Hein. Ils sont tous vraiment très très bons, et c'est quand même assez étonnant pour un film de Nolan où tu te dis tiens, c'est bien qu'il n'y a pas un acteur qui sort plus du lot ou qui crève l'écran, parce que chez Nolan on a toujours eu, oui bien évidemment, ce gros casting XXL 5 étoiles, il y en a toujours eu, mais il y avait toujours l'acteur qui, je sais pas comment, pourquoi, par le rôle, par le personnage, ferait résonner, ou en tout cas crever l'écran. Bien évidemment, on a Cillian Murphy dans Oppenheimer, ça lui a valu quand même un Oscar. Matthew McConaughey dans Interstellar, qui est d'une puissance émotionnelle assez folle. Heath Ledger dans The Dark Knight, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus à quel point cet acteur et cette figure a marqué les esprits. Donc oui, c'est assez fou de voir cette espèce de justesse dans ce jeu où on se dit il n'y en a pas un qui ressort du lot. Pourtant on peut s'attendre chez Nolan à toujours avoir un acteur en plus. Matt Damon est très bon, vraiment charismatique, il tient super bien le rôle d'Ulysse, sûrement un de ses meilleurs rôles de sa carrière, et sûrement le plus physique, parce que vu comment il a dû s'engager physiquement, ça se voit. Anna Thaoué, elle est très bien en Pénélope, je trouve que voilà, il y a une certaine mélancolie qui ressort d'elle. Alors, là encore, on peut quand même on critique souvent chez Nolan la présence féminine qui souvent aura des pâquerettes. Et là, on va dire que, alors, il y a plus de femmes qu'à l'accoutumée, mais c'est pas pour autant qu'elles tiennent des super rôles, ou des rôles plus aboutis. Hélène de Troyes, elle a quelques scènes par-ci par-là, mais rien de plus. D'ailleurs, on parlera de toutes ces polémiques, j'en ai déjà parlé, mais voilà, Hélène de Troyes, ça a été une des principales polémiques, parce que tous ces connards qui critiquent le film par son côté wokiste étaient complètement inutiles. Athéna, bon elle est pas très présente là aussi, c'est un peu décevant, surtout quand on sait que c'est Zendaya et que c'est le seul personnage, on va dire le seul dieu qui est représenté physiquement. Circé, c'est un peu compliqué parce que je trouve le personnage très intéressant, mais elle tient encore une fois le rôle d'une sorcière un peu ultra manipulatrice, donc c'est Homer qui l'a décrite ainsi, mais c'est vrai que l'Odyssée, c'est pas l'œuvre que tu vas prendre pour avoir des personnages féminins ultra pertinents. Et Calypso, là aussi, c'est pas le personnage le plus fou, malgré par contre l'interprétation de Charlize Theron, qui est quand même assez captivante, assez magnétique dans son rôle. Actrice que je trouve toujours aussi belle, alors je sais pas elle a quel âge, mais c'est incroyable de voir qu'elle a pas vieilli cette nana, donc vraiment elle est toujours aussi, enfin je sais pas, elle est vraiment très très belle. Et du coup oui, c'est pas ce film là aussi où il va y avoir une présence féminine plus forte, ou en tout cas qui marque plus. Donc voilà, mais bon, comme je vous ai dit, tu adaptes l'Odyssée, c'est pas la meilleure œuvre pour avoir des personnages féminins pertinents. Tom Holland, il est très bien aussi, lui, que Tom Holland, que je n'aime pas trop d'habitude. Je le trouve plutôt bon, d'autant qu'on va le suivre très longtemps. Au tout début de l'intrigue, c'est-à-dire que vraiment, je pense que c'est même le personnage principal des 30 premières minutes du film, hein, disons-le. Et pour moi, ça fait quand même plaisir de voir Tom Holland qui arrête de faire un peu ses gamineries, qui a vraiment un rôle sérieux voilà, on est loin de Spider-Man, voilà. D'ailleurs c'est quand même drôle qu'on retrouve Tom Holland et Jon Bernthal tous les deux dans l'Odyssée, et ils vont se retrouver dans 2 semaines, hein, on va le voir dans 2 semaines avec Spider-Man Brand New Day, donc le nouveau film du MCU où Tom Holland joue Spider-Man et Jon Bernthal joue le Punisher, donc les deux sont quand même assez liés, je pense qu'ils se connaissent assez bien les deux. Donc voilà, et bien évidemment je ferai une critique sur Spider-Man Brand New Day, ça me paraît assez logique. Donc le mec est quand même sur deux des plus gros films de 2026, c'est quand même assez fort ce qu'il fait, le petit Tom Holland. Jon Bernthal qui joue Ménélas dans le film.
Donc lui je le trouve plutôt bon, même si là aussi on voit pas beaucoup, hein, bien sûr. Mention spéciale tout de même à Robert Pattinson qui possède vraiment un des meilleurs rôles, excellent, surprenant, détestable aussi dans le rôle d'Antinos parce que c'est le méchant principal. Il joue le rôle de salaud et c'est trop bien de voir Robert Pattinson dans un rôle de méchant. D'ailleurs, je trouve qu'il a une sale gueule dans ce film. Je trouve que, en fait, ce qui est drôle avec Pattinson, c'est que depuis quelques années, j'ai bien l'impression qu'il a un visage beaucoup plus carré et ça le rend beaucoup plus, je sais pas, méchant, détestable. Mais on n'est plus du tout à l'époque de Twilight où vraiment il a plus la gueule de minet là. Hein. Déjà à l'époque de The Batman, je trouvais qu'il avait plus trop cette tête de jeune minet beau gosse. Mais là, il a vraiment une sale gueule, quoi. Vraiment, là, je vois pas comment on peut le trouver beau, quoi. Et ça prouve encore une fois que Pattinson est un putain d'acteur. Voyez The Drama où je le trouvais très bon, Mickey 17, The Batman, voilà, voyez tous ces films et encore une fois ça prouve que Pattinson, faut arrêter de mépriser ce mec parce que il a une carrière de fou, il fait que des excellents choix et j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va faire dans Dune 3 où il joue encore un méchant. Voilà, comme quoi Pattinson c'est quand même extrêmement bien se renouveler. Après c'est dommage parce qu'on a une palette de très bons comédiens mais qui sonnent à la fois le chaud et le froid. C'est-à-dire que John Bernthal, comme j'ai pu le dire, joue Ménélas, mais je suis trop content de voir John Bernthal dans un film de Nolan, mais encore une fois il est pas assez présent dans le rôle. Benny Safdie en Agamemnon, on le voit presque jamais sans son armure. Alors, d'ailleurs on le voit que avec son armure. Après ça peut être aussi une forme pour Nolan de dire que Agamemnon n'est juste qu'un symbole, qu'il n'est juste qu'une image et il n'y a rien d'humain. Ça peut être aussi intéressant de le voir sur ce prisme-là. Elliot Page, en sinon, c'est très intéressant par rapport à la rédemption et la culpabilité d'Ulysse, mais il est pas assez présent non plus. Pareil pour les autres acteurs, Mia Goth, Ryan Hurst, je suis assez étonné de le voir, Samantha Morton aussi, tous plutôt bons dans leur rôle, mais trop peu présents pour avoir vraiment pour marquer. Même Samantha Morton qui joue quand même le rôle de Circé, on la voit, oui, sur une grosse partie, mais après, on la voit plus du tout. Et il y a un autre acteur aussi, Himesh Patel, qui lui, par contre, devient presque le second d'Ulysse. C'est assez étonnant, d'ailleurs, je pensais pas aussi le voir aussi longtemps que ça. Et on a aussi Travis Scott, le rappeur, qui joue un petit rôle au début. Travis Scott qui aime bien Nolan parce qu'il avait déjà travaillé avec lui sur Tenet, qui fait l'une des musiques principales, je crois, commerciales pour le film, et en fait qui fait référence au fait que les poèmes deviennent des moyens artistiques pour narrer des histoires et des aventures, tout comme ce que fait Travis Scott au tout début du film en loyant les exploits d'Ulysse d'une manière presque chantée. Enfin, c'est assez particulier de la manière dont il le chante, où il le décrit, et qui, je crois, va amener Pénélope à le stopper dans son chant, il me semble. Il faudrait que je revoie le film, mais évidemment, parce qu'il y a tellement de choses dans ce film que j'ai oublié énormément de thématiques. Mais voilà, c'est un des défauts que je donnerais au film sur cette idée de défilement de stars, de grosses têtes, mais pas de personnages à part entière. Du style, oh bah tu vois, il y a Zendaya à côté, oh il y a John Bernthal par-ci, il y a Pattinson par-là. C'est un peu décevant et c'est un peu le problème maintenant de toujours vouloir, sur des gros films, un défilement de tête d'affiche. Pour que, en fait, malheureusement, on les voit trop peu à l'écran. Mais c'est logique de vouloir un casting 5 étoiles, hein. Pour un film comme ça, c'est presque obligé. Mais là, on est même plus sur un casting 5 étoiles, on est sur un casting 8 étoiles. Il n'y a pas assez d'étoiles pour parler de ce casting, c'est pas possible. Mais juste en fait, peut-être plus équilibrer ces espèces de têtes d'affiche et ne pas non plus en mettre des tonnes et des tonnes, comme ce qu'avait pu faire Oppenheimer, où oui, il y avait des stars, il y avait Cillian Murphy, il y avait Robert Downey Jr., etc. Mais on mettait aussi des acteurs beaucoup moins connus pour, on va dire, équilibrer le jeu. Et ça permettait, dans Oppenheimer, à avoir la plupart des personnages plutôt très très bien traités et très bien développés. On va aussi amener un autre problème sur cette idée de se dire que il manque des passages. Le film a été coupé, c'est sûr. Car je pense qu'Universal a dû leur dire, et les cocos, cette fois, vous faites pas comme Oppenheimer, hein, vous faites pas de film de 3 heures, s'il vous plaît, car les cinémas, ils voient un film de 3 heures, ils tirent un peu la gueule, et surtout que Nolan n'était pas sûr que 3 heures d'IMAX passent au montage. Et du coup, il a dû couper avec sa monteuse qu'il a depuis longtemps, Jennifer Lame, de couper le plus possible de passages pour rester en dessous des 3 heures. Mais il est sûr et évident qu'il y aura une version longue à sa sortie, ça se sent. Il manque des passages sur le retour d'Ulysse que je trouve un peu abrupt, il y a des personnages qui sont pas assez développés comme Hélène de Troie, comme Agamemnon, c'est sûr. Et justement, on va peut-être passer aux polémiques de merde, voilà, car là aussi ça a été assez gratiné. C'est fou à quel point tout le monde s'est vautré sur ces conneries. Donc je récapitule, pourquoi le film a fait polémique pour rien du tout. Il y a eu des tonnes de réacs de merde qui nous ont gonflé car Hélène de Troie était noire. Elle est jouée par Lupita Nyong'o. La nana, elle est là genre grosso modo 5 minutes à l'écran.
pareil pour Zendaya, parce qu'il y en a aussi qui ont gueulé, parce que Zendaya, qui est un peu afro-américaine en Athéna, qui est là 3 minutes à l'écran, 3 minutes sur 2h50 de film. Les mecs, ils nous font un caca nerveux pour 5 minutes sur 3 heures de film quand même, c'est abusé. Et deuxièmement, et ça me paraît le plus logique, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit noire, blanche, chinoise, latino? C'est une histoire mythologique. C'est même pas vrai, tout est faux, vraiment tout est fictionnel. Qu'on respecte des figures historiques, je peux comprendre qu'on fasse pas n'importe quoi avec des figures historiques, ça me paraît logique, mais là ça n'a rien à voir. Chacun a le droit de choisir quel acteur ou actrice on veut, puisque rien ne se rapproche de la réalité. Je ne comprends pas comment on peut être aussi con et critiquer des détails qui sont mais futiles. Jusqu'où ça ira? Parce que vraiment, arrêtez de dire que ce film est woke. Je sais pas, vraiment je vois plus ce que veut dire un film woke. C'est pas woke ça. Y a rien de tout ça. Faut vraiment, vos combats ne mènent à rien et ne servent à rien. C'est tout. Et pareil pour Elliot Page, je suis désolé, je comprends pas la polémique. Parce que le personnage est transgenre et non binaire, ça fait chier certains. Donc désolé de dire ça, mais encore une fois, ce sont surtout des connards tenant des propos peut-être racistes, voire transphobes, qui parlent de ça. Juste parce que je pense qu'ils n'aiment pas qu'on touche à leur petite œuvre, parce qu'on prend tel ou tel acteur ou actrice qui ont je sais pas comment on peut dire ça, qui sont soit de diversité différente, etc. Bref, et je sais pas quel était le débile profond qui avait dit que Elliot Page allait jouer Achille. Pas une fois le personnage d'Achille est prononcé dans ce film. Il joue le rôle du soldat Sinon, Elliot Page. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et autre polémique pour la fameuse armure d'Agamemnon. Alors, elle a aussi beaucoup fait parler. Alors je peux comprendre qu'on la trouve un peu grossière, car bon, tu sens, parce qu'en fait, ça se voyait pas trop à l'œil nu. Alors si, il y avait cette espèce de gros casque dans les bandes annonces, mais bon, c'est vrai que quand tu la vois à l'écran, ça fait un peu armure de jeu vidéo Batman, quoi. C'est vraiment l'armure de Berserk, quoi. Vraiment, tu vois que tu rajoutes des pointes, ça fait l'armure de Batman, quoi. Alors voilà, je préfère de très loin les armures d'Ulysse et des soldats troyens qui font beaucoup plus authentiques. Et c'est vrai qu'on peut trouver qu'Agamemnon fait un peu kitsch. Après, peut-être que c'est la volonté de Nolan de se dire, il n'y a plus qu'un gros tas un gros tas d'armure, un gros tas de muscles, et il n'y a rien derrière. Peut-être que c'est ça que veut mettre en place Nolan. Alors, je refais une pause. Comme je vous ai dit, je vais pas faire ça énormément de fois, mais donc c'est toujours le moi du futur qui parle, car je vais revenir sur l'armure d'Agamemnon, car je vais un peu reprendre ce que j'ai dit et modifier ce que je viens d'exprimer après ce second visionnage. Alors oui, on a cette armure que beaucoup de monde se moquait avant d'avoir vu le film même, hein, cette espèce d'armure, comme je vous ai dit, Gears of War presque, armure trop grande, trop grosse, trop imposante, qui fait pas véritablement authentique. Écoutez, moi après visionnage, en fait, je pense que tout s'explique. Voilà, je vais un peu enlever ce défaut que j'avais dit au film, parce que pour moi c'est pas une faute de goût. Car dans ce film, Agamemnon, il est vu comme un empereur idolâtré, un homme que tout le monde craint et qui est surtout perçu par Nolan. Et c'est là qui est intéressant, c'est que c'est un homme sans visage. On voyait jamais le visage de Beni Safdie. C'est un espèce de spectre caché dans une grande armure qui est trop grande pour lui, qui est trop propre, qui est trop imposante pour lui. Donc encore une fois, pour moi, toutes les personnes qui ont dit ou qui avaient critiqué sur ta armure, je pense qu'ils avaient tort. Je pense qu'ils n'ont pas compris la vision qu'avait Nolan. Et bien évidemment, tout le monde s'est empressé de cracher à la gueule du film alors qu'il ne l'avait pas vu. Et c'est cohérent dans la vision de Nolan de ces hommes lâches, ces hommes tourmentés vers le chaos et les faux semblants. À l'image de cette armure qui est complètement fake et asymétrique, à l'image de la figure d'Agamemnon qui est perçue comme un personnage vide sous cet énorme casque. Donc encore une fois, toutes ces polémiques de merde dont certains pensaient que ça allait entacher le film, bien évidemment, c'est quand même assez drôle quand on voit. Alors on vient d'avoir les résultats aux États-Unis qui sont absolument excellents, ça dépasse même Oppenheimer, etc. Et ça cartonne en France puisque en même pas 2 jours il a fait plus de 300 000 entrées, ce qui est énorme, et il a fait encore plus qu'Oppenheimer. Donc le film va être un énorme carton, je pense qu'il va dépasser le milliard, et c'est tant mieux parce que voir ce genre de film qui fonctionne me fait le plus grand bien. Donc voilà, vraiment, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir que ce film fait fermer la gueule à tous ces connards qui tentaient de boycotter le film sans l'avoir vu, ce que je trouve quand même assez méprisable. C'est d'une stupidité et d'un mépris de faire ça. Donc vos polémiques débiles ne servent à rien, vos propos injurieux ne servent à rien, et pire, ça va surtout amener le film à faire plus d'entrées, parce que un film qui fait parler de lui en bien ou en mal, dans tous les cas, c'est bénéfique. Et surtout, je pense que même un film qui fait parler de lui en mal, ça va donner aux gens d'aller voir le film dans tous les cas. I
need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. Et on va passer à la dernière partie, car l'Odyssée 2026, au-delà de sa démesure épique, au-delà de sa musique incroyable, au-delà de ses scènes d'action plus uniques et surprenantes les unes que les autres, le dernier clou du spectacle, ou alors la cerise sur le gâteau, si je peux me comparer ainsi, c'est pourquoi Nolan s'est-il attaqué à l'Odyssée, au-delà de créer et adapter ce monument de littérature et de poésie. Et attention, je vais passer dans une partie spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film, eh bien, fuyez, pauvres fous. Et comme je le disais, c'est qu'à partir des 40 dernières minutes, et attention, je vais spoiler, qu'Ulysse, en se retrouvant en mendiant face à Pénélope, explique sa volonté en se mettant dans la peau d'un soldat, pourquoi il voulait rentrer et en quoi, malgré tout ce qu'il a traversé, les cyclopes, la mer, les sirènes, le tumulte des mers, Circé, etc., la folie humaine est ce qui l'a profondément marqué et évolué. À travers ce passage, tous les indices laissés au compte-gouttes deviennent cohérents par l'assaut de Troie, la guerre de Troie et ce cheval. Et quand Nolan, on va dire, te redonne un point de vue que tu n'avais pas vu, celui d'Ulysse, durant l'assaut à Troie, tout semble être connecté pour arriver à cette finalité et ce basculement vers une réinterprétation moderne et surprenante du livre ou du poème. Ça fait vraiment sensation. Et beaucoup ont trouvé un manque d'émotion durant tout le film, mais je suis désolé, tout le passage du flashback d'Ulysse à Troie, où on découvre pourquoi le seul dieu présent physiquement est Athéna, déesse de la sagesse, attention, faut pas oublier, ça devient une forme de remède aussi pour Ulysse, pour ne pas tomber dans la folie. Ce passage est d'une puissance émotionnelle dingue, avec la musique de Ludwig Göransson, avec ce fameux passage de la décapitation de la statue d'Athéna. C'est pour ça aussi qu'il y avait eu cette affiche « Défier les dieux avec la tête d'Athéna coupée ». Et bah, je suis désolé, mais quand vous voyez ce passage, vraiment, vous êtes sur le cul. C'est un choc et c'est extrêmement bien narré et raconté, vraiment. Et alors, ça sera la dernière fois que je reviens, voilà, pour le mois du futur. Alors, je reviens sur mes propos. Je vais pas plus développer ce que j'ai dit sur ce retournement de situation, sur la manière dont Nolan va retranscrire cette scène, voilà, dans la manière, dans la force narrative et dramatique de cette scène qui est encore une fois démultipliée quand vous le voyez en IMAX. Mais c'est vrai que revoir ce passage en IMAX, alors c'est con parce que je m'y attendais, mais je vous avoue, j'ai lâché ma petite larme. Voilà, tout ce passage qui est bouleversant. Alors peut-être que je serais tout seul, mais j'avoue que beaucoup de personnes ont été assez émues de tout ce passage. Je m'attendais pas parce que je pense que c'est vrai que, bon, chez Nolan, on peut avoir la larme facile, mais c'est vrai que s'il n'y a pas une véritable forme d'émotion, mais c'est la manière dont il va retranscrire ce passage et qu'est-ce que dit cette scène sur notre monde, sur la guerre, sur les hommes. C'est vrai que ça, c'est assez fou. Mais encore une fois, c'est une énorme claque. La manière dont Nolan va te foutre ce passage où tu vois donc cette espèce de villageoise troyenne qui est incarnée par Zendaya et qui va devenir, qui va symboliser toute la culpabilité d'Ulysse puisqu'elle va être décapitée à la manière de la statue d'Athéna. Et le pourquoi du fait que Zendaya, donc cette villageoise, va devenir le fantôme qui hante Ulysse. Et vraiment, c'est quelle émotion, quoi. Et je pense que j'avais pas ressenti autant d'émotion dans un film depuis... Enfin, en tout cas, dans une salle de cinéma, plutôt depuis 3-4 ans, quoi. C'est vrai, quoi. J'avais pas non plus ressenti une expérience pareille depuis au moins 3-4 ans, je vous avoue. C'est vrai que depuis quand même 2-3 années, bon, il y a toujours des très grands... Il y a toujours des très grands films qui sortent, mais c'est vrai que me faire bousculer comme ça, je l'avais pas ressenti depuis... peut-être depuis Oppenheimer. Faut peut-être attendre que Nolan sorte un film pour enfin redonner les lettres de noblesse au cinéma. Et je comprends pas trop non plus les gens qui ont trouvé que le film manquait d'émotion. Je sais pas, vous devez être en pierre, je sais pas, mais vraiment je trouve que ouais, le film est assez émouvant, même sur ses personnages. Comme je vous ai parlé enfin là, c'est assez fou, quoi. J'étais ému comme pas possible. Et bien évidemment cette scène aussi par la musique de Ludwig Göransson, je suis en train de pas arrêter de me réécouter la bande originale qui est absolument géniale. Donc voilà, je suis assez bouleversé, quoi. Tu ressors du film, tu t'es pris un uppercut et même au second visionnage, par la force de l'IMAX, c'est vrai que c'est assez fort. Donc voilà, c'était la dernière fois que je parle du futur. Voilà. Autre élément qui m'a beaucoup touché et qui montre encore une fois que ce film est bourré d'émotions et vraiment c'est quand même assez dur de pas
vraiment faire tomber ta larme. Enfin vraiment je suis assez vraiment c'est bouleversant comme film. Le chien d'Ulysse qui ne fait qu'attendre son maître depuis 20 ans. Alors c'est vrai que ça peut faire naïf, mais désolé, mais c'est ultra émouvant de voir ce chien qui n'arrive même plus à tenir la patte, qui est presque handicapé, qui n'arrive plus à tenir debout, qui n'attend que le retour de son maître, et on voit ce petit chien bébé avec Ulysse, et le voir 20 ans après qui attend encore son maître, c'est d'une beauté assez dingue. Ça montre la fidélité des animaux, des chiens en règle générale, face aux hommes qui eux ne sont plus fidèles, qui ne sont là que par la destruction. D'ailleurs, je reviens sur un autre truc, j'aime ce qu'en fait Nolan sur la manière de symboliser les dieux, ce qui semblait cohérent, c'est-à-dire que Nolan étant le maître en la matière de rationaliser le fantastique, de montrer les dieux par la force de la nature, donc Poséidon avec les tumultes de la mer par exemple, ou encore Hadès par l'harmonie de la terre et des morts, c'est totalement logique dans l'univers nolanien. Exception pour Athéna, qui est interprétée par une Dea qui, comme je l'ai dit, méritait plus de temps à l'écran, mais qui symbolise cette humanité perdue qui le hante durant son retour et son exil avec Calypso. Et donc on comprend mieux l'affiche avec ce cheval de Troie en flammes, et surtout cette statue d'Athéna décapitée, symbole de l'humanité perdue par la guerre. Avec ce film, Nolan provoque un miroir pur de notre monde moderne, du chaos, de la folie des hommes. Le cinéma de Nolan a toujours été politique, regardez The Dark Knight, regardez Interstellar, mais ce voyage onirique, sombre et mélancolique, porté vers une maîtrise technique rarement vue dans le cinéma blockbuster récent, tout en optant pour une réécriture moderne faisant un certain miroir avec Oppenheimer, qui lui alertait sur notre monde quand l'homme devient maître de son pouvoir extrême. Ici, Nolan déconstruit le mythe du héros comme il l'avait fait dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises pour mieux discerner l'homme derrière la figure, et c'est brillant. Et on peut croire que, dit comme ça, c'est un film profondément nihiliste, et pourtant, là où Oppenheimer est un film qui annonçait l'apocalypse, l'Odyssée prône vers l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, de paix, après la guerre, symbolisé par un Ulysse qui s'exile avec Pénélope, et ce symbole que la communication prime sur la mégalomanie et la violence comme le personnage d'Agamemnon. Avec l'art, ou l'idée de narrer l'histoire d'Ulysse avec le poème d'Homère, tout simplement. Après, ça n'empêche que malgré un climax que je trouve très intense, extrêmement bien fait, ça reste un peu gâché par quelque chose qu'on reproche déjà à Nolan depuis toujours. Nolan ne sait pas filmer une scène d'action. Parce que, encore une fois, ça bouge dans tous les sens, c'est un peu foireux, c'est brouillon, et c'était déjà comme ça avec The Dark Knight Rises, Inception et Interstellar. Alors je sais pas pourquoi, Nolan, soit Nolan n'aime pas faire des scènes de combat ou de chorégraphie, soit il sait pas les faire, je sais pas, mais il faudrait vraiment qu'il retravaille sa manière de faire l'action, parce que là vraiment c'est un peu gâché à la fin. Tenet était plutôt le seul qui arrivait à avoir des scènes de combat plutôt solides, on va dire ça comme ça, où il est peut-être temps de passer à la conclusion, car en définitive, malgré des amputations dans son récit, autant dans son scénario que dans son adaptation, Christopher Nolan réussit pleinement son objectif en apportant l'épique, l'émotion, la poésie et la justesse du poème d'Homère. Le réalisateur britannique parvient à un coup de maître artistique par une mise en scène exemplaire, soignée et étourdissante, disposant d'un mélange de genres très juste, un rythme toujours impeccable de 2h50 sans aucune once d'ennui ni de passage à omettre. Le récit d'Homère devenant la base infinie de Christopher Nolan, obsédé par l'impact du temps, symbolisé par celui d'Ulysse. Et cette fois-ci, tourné vers la furie des hommes et la guerre. Ce qui fait basculer cette réinterprétation de l'Odyssée de 2026 comme une immense introspection ambitieuse, poétique et nihiliste, résonnant avec notre monde. Magnifié par un troisième coup de maître pour le compositeur suédois Ludwig Göransson, après Tenet et Oppenheimer, faisant ressurgir autant la beauté que l'horreur homérique. L'Odyssée, c'est bien plus qu'un simple péplum réussi. En fait, c'est vraiment un voyage inoubliable et puissant qui reflète une certaine part de notre monde. La seule véritable question qu'on peut se dire après avoir vu ce film, c'est que va faire ensuite Nolan ? C'est-à-dire que tant l'Odyssée, en fait, symbolise le maelstrom de toutes les réflexions apportées depuis 13 longs métrages, tu te demandes comment faire plus fort, plus grand après l'Odyssée. Et je sais pas, c'est vrai, que peut-on faire après avoir pondu un projet pareil, après avoir réussi à adapter l'inadaptable ? Comment va-t-il faire en fait ? Mais comme on sait, avec Monsieur Nolan, il sait comment se renouveler et évoluer. Il avait confirmé après Interstellar, qui était déjà à l'époque, on considérait comme le maelstrom de tout ce qu'il avait fait, Interstellar. Et pourtant, il avait réussi à se renouveler. Alors, pourquoi pas ? Il avait réussi à faire Dunkerque, bon, Tenet c'était moins bien, mais il a fait Oppenheimer et l'Odyssée. Mais du coup, tout peut arriver, tout peut être possible, même après avoir fait l'Odyssée.
Voilà tout ce que j'avais pu, enfin surtout ce que j'ai pu dire sur ce film. Je pense qu'il y avait encore plein de choses à dire tellement je trouve ce film fascinant, riche et d'une intelligence et d'une force assez rare. Donc bah oui, pour l'instant c'est le film qui m'a fait ressentir le plus d'émotions, le plus de frissons. C'est une expérience inoubliable. C'est un film qui m'a surpris parce que je m'attendais pas à cette thématique ultra, à la fois mature et d'une résonance avec notre monde. Je m'attendais pas à ça, donc je suis assez surpris. L'Odyssée, c'est du cinéma avec un grand C et une grande pellicule de 70 mm. Et il faut aller voir ce film. Et il fonctionnera dans tous les cas parce que le film pétait déjà des records avant que le film se sorte. Parce que quand je sortirai la vidéo, je pense que le film sera sorti aux États-Unis. Et Nolan le prouve avec l'Odyssée. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous aussi dithyrambique que moi ou plus nuancé? Alors même si j'ai quand même dit que voilà, c'est pas non plus le film, c'est pas un film parfait, mais il y a très très peu d'imperfections quand tu vois toute la qualité qu'a ce film. N'hésitez pas à développer tout ça en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci encore et je pense qu'avec ce film, j'ai juste envie de dire, vive le cinéma. Merci encore et au revoir.